Ici Louis-Pierre Guillaume. Et Gonzague Chastenay. Bienvenue avec nous. Donc, Louis-Pierre Guillaume, dont je suis gérant de l'entreprise Amalté, spécialiste en management des connaissances avec un focus assez important sur les communautés de pratique, mais pas que, bien sûr, et aussi professeur dans différentes universités comme Cambridge, Sorbonne Nouvelle ou au CNAM, avec, entre autres, mon ami Gonzague, qui est devant moi. Donc, Gonzague Chastenay, je suis directeur associé d'Ourouk, qui est un cabinet de conseil spécialisé en gestion d'information et des connaissances. Donc, à ce titre, j'accompagne des organisations dans la mise en place du knowledge management. Actuellement, je dois avoir une demi-douzaine de clients actifs. Et puis, je suis aussi professeur associé au CNAM, où j'ai créé un certificat de spécialisation en gestion des connaissances. Et la prochaine session commencera début mars. Vous pouvez vous inscrire sur le site du CNAM si ça vous intéresse, pour vous aider à devenir Knowledge Manager. Très bien. Alors là, on a quelques minutes pour démarrer entre nous. Ce serait sympa si vous pouvez nous dire dans le chat qui êtes-vous et où vous êtes situé. Nous sommes en région parisienne. Moi, je suis à Meudon et Gonzague. À Chaville. Donc, où êtes-vous? Et après de Paris, on n'est pas très loin, on est à 2 stations de train, c'est pratique. Donc, qui êtes-vous et où vous êtes? Ce serait sympa de pouvoir mieux vous connaître avant de démarrer. Ah, bonjour Catherine, vous êtes là, parfait. Juste Camille et Gwenaël, juste savoir ce que vous faites. Gwenaël, on se connaît effectivement chez Itron. Maria. Catherine, bonjour aussi. Donc régulièrement, nous avons des fidèles que nous connaissons soit de webinaire en webinaire, soit effectivement parce que nous avons rencontré dans la vraie vie. Donc c'est sympa de... Ah, Claude. Claude? Wow. Claude Baudouin, tu n'es pas aux US, Claude, alors, parce que normalement, tu vis en Californie. Je pense que tu es rentré en France pour Noël. Claude Baudouin, c'est un ancien de Schlumberger. D'accord. C'est un des inspirateurs dans le knowledge management chez Schlumberger. C'était un des fellows IT de Schlumberger. On a fait beaucoup de projets ensemble dans le domaine du KM chez Schlumberger. Ah, Franck, bonjour. Du KCO, Franck aussi, on se connaît via le KCO, Knowledge Community Observatory. Mais il a été co-rédacteur du livre sur les communautés, du guide pratique des communautés. Oh, mais c'est pas mal, hein. On a plein de gens qui sont dans le KM, hein, donc comme quoi. Le sujet du jour, c'est effectivement le KM. Alors, on va rentrer dans le dur hein, maintenant. Le sujet du jour, c'est comment convaincre le knowledge worker. Alors, je ne vois pas, il y a une série, c'est le troisième de la série. Le premier, ça a été le top management. Le deuxième a été le middle management. Et là, maintenant, on attaque le knowledge worker, la personne qui, en pratique, s'occupe, effectivement, fait du KM, ou devrait en faire. Et donc, l'idée, c'est cette personne-là, comment la convaincre de s'investir dans cette démarche KM. Donc, c'est un sujet, effectivement, qui nous tient tous à cœur parce qu'on a tous cette même problématique en entreprise. Alors, juste, je vous rappelle, c'est sympa toujours, c'est de rappeler un peu quels étaient les thèmes que vous avez, disons, proposés lors de l'inscription. Pour ceux qui sont inscrits via le site web du campus, eh bien, il y avait une notion de pérenniser l'engagement des acteurs, faire du systématique et non pas du ponctuel. Eh ben, le motiver, c'est mettre à jour les connaissances et l'intérêt des gens pour ces connaissances. Et puis généralement, la gouvernance, l'organe apprenante, c'est un beau sujet effectivement connexe à la notion de KM, bien sûr.
Et puis, eh bien, résoudre des problèmes au quotidien grâce au KM, le personal branding et la montée en compétences. Donc ces sujets-là, on va les traiter ensemble ce matin. On a 3 quarts d'heure, hein. C'est toujours très très court, mais on va toujours très vite pour que vous ayez un maximum de temps pour échanger sur ces sujets-là. Alors, juste le KM, je vous rappelle 4 définitions du KM, il y en a plein d'autres, mais là j'en ai pris 4 que Jean-Yves Prax, qui est un grand praticien du KM, à la retraite depuis un an, mais qui a écrit quelques bouquins sur le sujet. Je ne vais pas vous les relire parce que je vous les ressens pour la 3e fois, mais ça donne une idée qu'il y en a plusieurs définitions selon le contexte utilitaire, fonctionnel, opérationnel ou économique. Mais dans tous les cas, il y a du savoir, du savoir-faire, de la valorisation, il y a une démarche, un processus, et puis il y a l'information où je veux, quand je veux, et à la limite qui vient automatiquement devant moi. Gonzague. Donc, on va parler des hommes et des femmes de l'entreprise. On a parlé des dirigeants, du management intermédiaire. On prend conscience que mettre en marche une entreprise, une organisation dans une démarche KM, c'est un mouvement où chacun doit s'engager. Le maillon le plus important, le lieu le plus important, c'est quand même les acteurs. C'est ceux qui vont partager leur savoir, leur savoir-faire et qui vont bénéficier de ce qui est partagé. L'implication des directions générales, du management intermédiaire, on l'a vu, sont des facilitateurs. Bon. Alors, après avoir accompagné une quarantaine d'entreprises dans des projets KM, à chaque fois, je notais sur mon petit carnet des pensées, ce que les gens pensaient très fort ou ce qu'ils disaient par rapport au KM. Puis, je regardais un peu dans la littérature et j'ai classé ça en trois grandes catégories. Et je me suis aperçu qu'il y avait un axe engagement, ça sert à quelque chose, ça m'apporte, donc très positif. Et autant de citations, c'était des résistances. En gros, je vais être pillé ou je vais être ridicule. Et puis, des demandes de régulation. Voilà. Et quand on lit un peu la littérature sur l'accompagnement du changement, on retrouve ces trois grandes forces qui sont la caractéristique de l'évolution en profondeur. Ce n'est pas un changement de change d'outil, c'est vraiment quand il y a une évolution en profondeur. Et donc, le KM, il s'inscrit complètement là-dedans. Et donc, chaque knowledge worker, chaque professionnel, eh bien, il est tiraillé entre les trois. C'est assez rare d'avoir des gens qui soient totalement dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire totalement enthousiastes sans frein ou totalement ronchons sans changement. D'ailleurs, il y a même des gens totalement ronchons, enfin assez ronchons, qui basculent. J'en ai rencontré quelques-uns. Bon. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver un argumentaire qui prenne en compte cette réalité, c'est-à-dire qui leur donne des arguments rationnels qui précisent pourquoi ils ont raison d'y aller, qui prennent en compte les freins. Alors, le pillage, alors bien sûr qu'il y a de la protection d'information, donc il faut entendre, j'entends bien ce que vous pensez, mais est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que vous êtes pillé parce que vous partagez ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un moyen de vous faire connaître ? Et puis, sur la demande de règles, c'est tout à fait légitime. Et donc, il faut vraiment entendre ce que pensent, parce qu'ils ne le disent pas toujours, les personnes qui vont être impliquées dans le knowledge management et savoir y répondre. Et donc, c'est ce qu'on va regarder en détail maintenant. Alors, on va peut-être passer à la page suivante. Il y avait aussi deux autres points qui sont assez très, très percutants. C'est le fait qu'on a toujours tendance à ne considérer que ce qui a été inventé autour de soi. C'est-à-dire que de prendre en compte ce qui vient d'ailleurs, le not invented here, c'est quelque chose de très humain aussi. Et donc, il faut aussi emmener des gens dans le knowledge management, c'est leur dire il y a des choses intéressantes en dehors de votre couloir. Voilà. Il faut apprendre à s'ouvrir l'esprit, à les regarder sur Internet, mais c'est aussi franchir le bureau de son voisin. Bon. Alors, pour aborder la question de l'argumentaire, il faut repartir de ce que c'est qu'un homme et une femme d'entreprise. C'est une personne, et quelqu'un qu'on connaît bien en sociologie, Maslow, on connaît sa pyramide. Bon, on peut toujours discuter la hiérarchie, mais il a quand même pointé un certain nombre d'attentes d'une personne dans sa vie, et particulièrement dans sa vie professionnelle.
Bon. Et ce qu'on va voir, c'est que le KM, il apporte à plusieurs niveaux des réponses à ces attentes d'une personne. Donc, il y a le premier niveau que pointe Maslow et que vous pouvez observer, c'est dans ma vie quotidienne, à quoi ça sert. Et donc, le KM, ça doit déjà, et ça répond à des questions quotidiennes. C'est qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Et parce que dans une démarche de knowledge management, vous avez soit au niveau local ou de votre groupe à travers une communauté de pratique, par exemple, ou à travers des chats, soit à un niveau plus large à travers d'un portail KM, de la capitalisation de toute une organisation, vous accédez au fond à des réponses à des questions auxquelles vous vous posez. C'est comment tu as réglé cette machine, qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là, etc. C'est-à-dire vos pairs vous disent, partagent leur expérience et vous partagez avec vos pairs, avec leur expérience. Donc ça doit fonctionner et ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on sait comment fonctionne une COP. Louis-Pierre vous l'a suffisamment expliqué. On sait comment fonctionne un portail KM opérationnel. Il y a des réglages, il y a des bonnes pratiques de gestion d'information, il faut intégrer des outils, mais ça existe. Voilà. Donc, on a vraiment tous les moyens pour que ça fonctionne. Il y a aussi une question d'intelligibilité des contenus, donc il ne faut jamais oublier ça. On est rédacteur, on est un peu journaliste, un peu documentaliste, hein, quand on est un professionnel de l'information, quand on s'embarque dans une démarche KM. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le KM, ça sécurise l'emploi de celui qui participe. Ça, il faut vraiment bien le dire. C'est pas un risque comme on entend un peu trop souvent de manière caricaturale, ils vont me presser le citron, ils vont me jeter. Ça n'a aucun sens, cet argument. C'est-à-dire quand vous embarquez dans une démarche KM à la fois de partage et d'utilisation, vous sécurisez votre emploi parce que vous le gardez en permanence à niveau des meilleures pratiques. Aujourd'hui, le niveau d'expertise, le niveau d'excellence est quand même très élevé, les attentes. Aucune personne ne peut prétendre tout savoir. Mais collectivement, on sait beaucoup de choses. Et vous accédez à la connaissance de ce collectif et vous vous mettez au niveau de ce collectif. Donc, vous savez quel est le dernier matériau, quelle est la dernière réglementation, etc. Ce que vous auriez beaucoup de mal à faire si vous étiez tout seul. Donc, argument très fort, s'engager dans le KM, c'est la meilleure garantie de pérenniser son emploi et de rester au bon niveau. Et puis ensuite, on va passer à un niveau peut-être plus personnel, plus symbolique, plus profond, qui est celui de l'appartenance et de la reconnaissance, qui sont aussi des besoins profonds. L'appartenance, eh bien, quand vous rentrez dans une démarche KM, de fait, vous êtes dans une communauté. Alors, elle est organisée comme une communauté de pratique. Elle peut être un peu plus diffuse quand il n'y a pas les modalités d'une communauté de pratique, mais vous êtes, de fait, vous vous sentez appartenir à une communauté. Bon. Et puis la reconnaissance, pareil, c'est une reconnaissance qui doit s'exercer. Alors, c'est la reconnaissance de vos pairs, c'est la reconnaissance du management, et puis ça peut être aussi la reconnaissance plus structurée à travers une filière d'expertise. Et ça, c'est aussi un besoin profond d'un professionnel que de se sentir reconnu. Donc, on voit, pour se résumer, que le knowledge management à plusieurs niveaux, ça répond vraiment à des attentes d'un professionnel. Et donc, il y a là des arguments qu'il faut présenter. Alors, bien sûr, il faut les adapter en fonction des situations, mais on ne manque pas d'arguments pour présenter l'intérêt de s'embarquer dans une démarche KM. Voilà, en quelques mots. Waouh, merci. Je pense qu'on a une sacrée liste d'arguments. On va en parler tout à l'heure, mais effectivement, si vous avez des petits commentaires à ce qu'a dit Gonzague, le chat est disponible pour vous. Je vous laisse écrire. Moi, je pensais à un truc, c'était le don. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur don, contre-don. Oui, de Norbert Alter. Ou un autre, je ne sais plus. Et il parlait de don et surtout de savoir donner et savoir recevoir. Oui. Et en fait, c'est super important. On croit que donner, c'est le début de l'histoire, c'est la fin de l'histoire, mais non, au contraire. Savoir recevoir un don, et en KM, c'est super important quand quelqu'un vous donne de l'information, vous aide pour quelque chose. Il faut surtout savoir recevoir et savoir dire merci. C'est super important pour continuer ce lien avec les autres qui permet après de pouvoir, pourquoi pas, initier un contre-don. Et souvent, effectivement, on donne d'abord en KM pour recevoir après. Si on prend d'abord sans donner, on est très mal vu. Donc, c'est très important de penser à donner d'abord. Je pense que c'est fondamentalement
Bon, l'être humain est fait pour donner, est câblé pour ça. Ah, petite question pour toi, Gonzague. J'y crois, mais je manque de temps. Alors, la question du temps, euh, c'est si c'est un objectif, si le KM est un processus de l'entreprise reconnu, si le KM est un objectif, le partage des connaissances est un objectif, alors ça doit être, je veux dire, prévu dans l'emploi du temps. C'est-à-dire que si une entreprise, une organisation considère que le KM fait partie des activités, alors il faut allouer du temps, comme il y a du temps pour la qualité, il y a du temps pour la sécurité, il y a du temps pour la veille, etc. Bon. Deuxièmement, participer à une communauté, ça peut être que c'est 2 heures par mois. Mettre un livrable remarquable dans une base de sa communauté, de son équipe, c'est 5 minutes. Et vous en mettez peut-être 2 ou 3 par mois ou par semaine, suivant votre métier, une fois passé le stade de l'apprentissage. Donc, honnêtement, le KM, ça ne prend pas de temps une fois qu'on maîtrise les outils, qu'on est rentré dans la démarche. Mais il faut considérer que ça fait partie, je dis souvent qu'aujourd'hui, un professionnel, même quand il a une activité physique, la gestion de l'information, ça fait partie de ses tâches. C'est-à-dire, vous prenez du temps pour envoyer des mails, vous prenez du temps pour fabriquer les documents bureautiques, vous prenez du temps pour faire des recherches sur Internet, vous devez prendre du temps pour gouverner vos connaissances d'abord et celles de l'organisation. Donc, je pense que c'est un sujet, ça se planifie, ça peut se négocier, mais ça ne peut pas être un frein. Voilà. Ouais, on parle beaucoup du KM dans le flux. Si vous le faites dans le cadre de votre travail régulièrement, ça va. Oui. Si vous attendez la fin du mois pour faire des choses, c'est clair que ça sera beaucoup trop gros. Donc, il faut que ce soit transparent et régulier. Alors, nous, on a des convictions, Gonzague et nous, évidemment, on est consultants et on aide pas mal d'entreprises sur ces domaines KM. D'ailleurs, tout à l'heure, nous serons à 14 heures chez un client pour travailler sur les sujets de Tout à fait. connaissances critiques. Beau sujet, hein. Et on croit beaucoup, évidemment, à la puissance du collectif. Le KM, c'est évidemment un collectif de personnes qui partagent, qui œuvrent ensemble. On croit aussi beaucoup à la co-construction. C'est pourquoi beaucoup de nos ateliers sont faits vraiment basés sur co-construire ce que les gens veulent faire par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs enjeux et par rapport, par exemple, à leurs connaissances critiques qu'ils voudraient partager en commun. Et puis, clairement, le KM, c'est de l'innovation managériale. Je pense que c'est vraiment super important d'y penser. C'est pas ringard. D'ailleurs, le nombre d'appels d'offres KM a tendance à augmenter, ce qui montre que ça redevient à la mode Oui, maintenant d'aider l'entreprise effectivement à être plus efficace, les gens à mieux être dans leur job. Donc tout l'argumentaire que Gonzague tout à l'heure nous a expliqué. Alors, je vous propose toujours nos petits brainstorming. Moi, je pense que ça marche très bien et ça vous plaît beaucoup parce que c'est un bon moyen pour pouvoir avoir les idées claires et nous aussi pour répondre à vos questions, que je vous rappelle qu'on est là pour ça. Donc, je vous ai préparé un petit lien vers Klaxoon sur, vous êtes vous, knowledge worker, hein, je suppose que vous êtes avec nous, c'est que vous l'êtes. Et donc, quels sont vos enjeux, effectivement, liés au KM en tant que knowledge worker. Et donc, nous, on va effectivement tenter de répondre à quelques sujets sur ça, vos enjeux ainsi que vos obstacles. Et on va essayer d'y répondre avec notre vaste expérience de consultants qui sommes sur le sujet depuis très, très longtemps. Je vous ai mis un lien donc vers Klaxoon qui est dans le chat. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais basculer sur Klaxoon. Voilà. Donc, vous devriez voir normalement mon écran Klaxoon devant vous. Et vous voyez un tableau blanc avec quels sont vos enjeux liés au KM et vos obstacles en tant que knowledge worker. Vous avez ici à gauche la zone vos enjeux, à droite vos obstacles. Et vous avez un post-it bleu ou post-it jaune.
Donc, ce que je vous propose, c'est, et comment on fait? Je mets un post-it sur mes enjeux. Je mets mon nom en bas. C'est plus sympa pour après ensuite vous retrouver pour vous interroger directement en direct et répondre. Je poste le post-it. Après, je le déplace dans la bonne zone, qui est la zone effectivement qui est ici. Si erreur de couleur, je clique dessus, je change la couleur et elle devient jaune ici directement. Donc voilà, donc je vous laisse aller dessus. Vous avez le lien vers Klaxoon et je vous laisse effectivement commencer à réfléchir sur vos enjeux parce que c'est interactif. Nous, on a donné un cadre général et maintenant, à vous de parler par rapport à votre problématique et on va tenter d'y répondre dans les 25 minutes qui nous restent. Donc, qui se lance en premier sur un post-it? Donc là, je coupe le partage, comme ça on est sûr que... Ah, ça commence à venir. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Hop, voilà. Donc là, je vais donc zoomer. J'en ai deux. Trouver du temps. Le time to market, ça c'en est un. Est-ce que ceux qui n'arrivent pas à mettre des post-it dans Klaxoon ou qui n'arrivent pas à s'y mettre, vous mettez dans le chat ce que vous voulez dire, vous me dites si c'est un bleu ou un jaune, et je mets le post-it au bon endroit. D'accord? Parce que parfois, certains d'entre vous ont des problèmes techniques ou des firewalls qui fait que ça empêche de fonctionner. Donc, voilà. Donc, ça commence déjà à venir. Donc, pas mal d'enjeux quand même. Donc, il y a pas mal de sujets. Et si je vais à droite, les obstacles. Alors, le top management, bien sûr, ça, c'est toujours le grand classique. Pas une priorité. Les sachants récalcitrants, on partage, ça oui. Le temps. Procrastiner. On pourra répondre tout à l'heure à ces différents obstacles. Il y a quelques réponses à donner en termes de méthode. Ce que vous nous partagez, vous n'êtes pas les seuls à l'exprimer. On voit que ça concerne soit le top management, on parle de la DSI, en gros, comment démarrer quand on n'est pas soutenu par même son middle management. Est-ce qu'on peut démarrer, j'allais dire presque tout seul avec une petite équipe? On verra que la réponse est oui. Le côté culturel, quand on est dans une entreprise internationale, c'est absolument vrai, mais on peut vivre avec. Je vois convaincre les supports N3 de partager leurs connaissances. Est-ce que la personne peut préciser? C'est le niveau 3. C'est un peu codé, là, le N3. La DRH, oui. Il faut embarquer la DRH. À partir d'un certain moment, ce n'est pas forcément indispensable au début, mais à partir d'un certain moment, on a besoin du support de la DRH. Alors, ce que je vous propose, c'est de voter pour les thèmes qui vous semblent les plus importants. Et comme ça, on pourra y répondre directement pour choisir dans l'ensemble. Je vous propose, vous prenez, en fait, vous avez 5 cœurs chacun. Et vous mettez un petit cœur sur les post-it qui vous semblent pour vous les plus importants. Alors, comment on fait un petit cœur? On clique sur le post-it et il y a un petit cœur qui apparaît ici, aimer l'idée. Et donc, on peut aimer une idée en cliquant sur le cœur. Et donc, comme ça, on peut voter sur les post-it qui sont les plus importants. Donc, je vous donne quelques minutes pour scanner les différents post-it et mettez vos 5 cœurs, vous les distribuez un peu partout dans les post-it qui sont même 6 cœurs, 6 ça, comme ça, vous aurez équilibré droite-gauche, vous avez 6 cœurs et je vous laisse mettre des cœurs sur les post-it qui vous semblent les plus importants. Ah, ta réponse pour les N3. Oui, expert technique, merci pour la précision.
Oui, on voit qu'intégrer le KM dans les pratiques métiers, il y a aussi établir une gouvernance stable et pérenne. Hmm. Bah, Ouais, c'est comment? vous êtes bien représentatif des questions qui sont les plus traitées par le marché actuellement, oui, plus en demande. La question de la gouvernance est vraiment devenue prioritaire, alors qu'il y a quelques années, on était beaucoup dans problématiques techniques, d'outils, de structuration, voire de modélisation. Et puis, le KM dans les pratiques métiers, c'est effectivement comment faire que ce soit pas, comme je dis souvent, que le KM soit pas comme un tapis volant au-dessus de l'entreprise, mais qu'il y ait vraiment une intégration du KM à la fois en termes managérial, en termes techniques, en termes de poste de travail. En gros, que la connaissance soit poussée vers la personne sur son lieu de travail et qu'il ait un minimum d'efforts à faire pour l'obtenir. C'était le thème d'ailleurs de la dernière réunion Copain le mois dernier. C'était le KM facile, mais facile pour Hmm. les utilisateurs. Et pour que ce soit facile pour les utilisateurs, ça demande un petit effort quand même en back-office. Et l'idée, c'est qu'effectivement, le KM arrive, alors, soit dans la gouvernance, très concrètement, c'est-à-dire dans les réunions d'équipe, le manager, le chef d'équipe, le directeur d'usine, enfin, il a 5 minutes pour le KM dans son discours toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Voilà, ça devient un rituel, ça devient banal, ça rentre dans les esprits. De même qu'on a eu ça pour la qualité ou la sécurité. Et puis, il y a l'intégrer dans le poste de travail. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous êtes dans un environnement Google, la plateforme collaborative, elle fait partie du poste de travail. Alors, les bases sont bien identifiées. C'est pas c'est pas le grand chaudron, comme j'aime à dire, mais c'est bien identifié, mais c'est facilement accessible. Et c'est avec des outils dont vous connaissez le fonctionnement et l'ergonomie. Ça peut être intégré avec une application métier. Voilà, donc il y a problème de connecteur, mais ça peut se résoudre. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un ERP, finance, RH, logistique, eh bien, il faut que quand vous êtes dans une transaction métier, vous puissiez accéder facilement à ces ressources de contenu que propose le CAE. Donc, il y a une question technique, effectivement, et quand vous n'avez pas de RP, eh bien, il faut que votre poste de travail, enfin, le workplace, soit conçu de manière à accéder facilement à ces ressources. Ce qui fait qu'on parle parfois même de portail métier sans parler de portail KM, où c'est le KM dans le poste de travail. Ça ne me choque pas, au contraire, qu'on puisse dire que le KM, ce sont des ressources qui vont s'intégrer dans le poste de travail et qu'à la limite, on ne les voit pas explicitement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail spécifique, mais elles sont fondues, intégrées elles font partie du poste de travail. Alors, pendant que vous continuez à mettre les post-it, je vais juste revenir rapidement et on va répondre en plus de détail comme ce que commençait à faire Gonzague. Sur, donc, nous, pourquoi on fait ça? Nous, on a mis en place un cycle de conférences depuis quelques temps quand même. J'ai l'honneur d'avoir Gonzague avec moi parce que nous sommes partenaires et on s'apprécie beaucoup et on travaille ensemble sur plusieurs missions. Donc, c'est un cycle, un management des connaissances. Là, les 3 derniers, c'était sur le KM, les grands chefs intermédiaires. Et là, maintenant, c'est Knowledge Worker. Le prochain, ce sera le 17 janvier sur le vrac numérique. Donc, on continue. Et puis, entre-temps, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous pour un petit diagnostic privé, 45 minutes. J'ai mis le lien en bas dans le chat, hein, n'hésitez pas. Vous prenez rendez-vous avec nous et puis vous nous exposez votre problème et on vous trouve des solutions par rapport à ça. Donc régulièrement, après chacun de nos webinaires, je dois avoir 4-5 personnes qui me contactent pour un rendez-vous et là, on répond à leurs questions et parfois, ça permet de débloquer quelques situations qui sont un peu coincées. Une de celles étant, effectivement, par quoi commencer. C'était la dernière réunion que j'ai eue avec quelqu'un il y a à peu près la semaine dernière. Donc n'hésitez pas de faire un diag avec nous, avec le lien que j'ai mis juste en bas dans le chat.
Alors, je reviens, ceci étant dit, je reviens vers le partage. J'ai commencé à encadrer des, des, euh, des quelques post-it. Alors, peut-être que je vais prendre, tiens, ce coup-là, l'abondance des outils, c'est l'obstacle. Alors, effectivement, euh, c'est disons c'est un peu comme dans votre caisse à outils. Vous avez toujours un marteau, une pince, un tournevis. Il faut un outil pour chaque type de besoin. L'outil universel qui fait tout n'existe pas. Et c'est pareil pour l'entreprise. Vous avez toujours l'ERP pour faire ceci, le CRM pour faire cela par rapport aux ventes. Vous aurez le portail intranet pour de l'information, le portail KM qui peut être le même pour la rendre visible. Mais ce n'est pas un problème si vous savez s'il y a une gouvernance, encore une fois, qui dit pour tel type d'information, tel type de données, tel type de connaissances, on va là. Genre, tout ce qui est doc technique se retrouve dans la GED métier, tout ce qui est comment dire, vocabulaire se trouve dans le Wikipédia d'entreprise, tout ce qui concerne les formations, ça va dans le LMS. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur où va l'information et qui est responsable en fin de compte de chaque système, et bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce qui peut aussi aider, justement, quand il y a trop grosse entreprise, veut dire plein de systèmes différents, et ça, c'est inévitable. On va pas en créer un, c'était le désir du passé, on a essayé, ça n'a pas marché. Par contre, c'est là que le moteur de recherche a un intérêt énorme, c'est pouvoir chercher dans l'ensemble des différentes bases. Mais un moteur de recherche fonctionne bien que s'il y a un vocabulaire commun. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire en amont, et ça on le fait très bien avec Groza, qui est définir un vocabulaire commun à l'entreprise pour pouvoir indexer par des mots-clés les différents contenus, ce qui permet, après moteur de recherche, de trouver facilement dans l'ensemble des bases parce qu'on appelle un chat et non pas un chien. C'est-à-dire qu'on a bien défini, même par les titres des documents, par le résumé par exemple, que les bons termes sont utilisés pour qu'on puisse retrouver dans l'ensemble des bases existantes. S'il n'y a pas ce travail amont de formalisation du vocabulaire utilisé dans les différentes bases, alors évidemment, le moteur de recherche trouvera pas ce que vous cherchez et vous aurez la problématique des outils inutilisables. Je vois un autre point, embarquer les métiers souvent surchargés. C'est une question qu'on a très souvent et de plus en plus, on commence avec les organisations qui veulent se mettre au KM, ils veulent y aller mais ils ne savent pas comment commencer, par identifier à la fois des sujets qui sont opportuns et pertinents. Alors, opportun, c'est un départ en retraite, c'est un chantier, c'est voilà, un sujet où on sent qu'il y a besoin. Ça peut ne concerner que 2-3 personnes, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est délivrer quelque chose de très concret. Donc, ça peut être un espace projet où on a regroupé quelques documents, la liste des participants, un chat. Ça commence à vivre et on expérimente, même si c'est que 3-5 personnes, on expérimente ce que c'est que de partager de l'information métier. Ça peut être quelqu'un qui part en retraite ou qui change de poste. Donc, c'est tout comment conserver, comment transmettre un poste à une nouvelle personne. Ça peut être aussi mettre de l'ordre dans le vrac bureautique. C'est un peu le degré zéro du KM. Mais quand on a déjà un existant foisonnant mais réparti, déjà le trier, se concentrer sur les contenus remarquables. Ce n'est pas forcément que des documents. Ça peut être des pages web, ça peut être des webinaires récents. Donc, les regrouper, c'est un travail basique de gestion de l'information, mais que trop souvent on néglige, pour regrouper dans un espace la quintessence, c'est-à-dire les quelques dizaines de contenus les plus importants. Au fond, c'est ce que vous transmettriez à quelqu'un qui viendrait prendre votre poste. Vous lui disiez, bah, tiens, si tu veux rentrer dans cette équipe, voilà ce qu'il faut que tu lises, que tu aies connaissance, que tu saches que ça existe, et tu trouveras 80% des réponses à tes questions dans ces documents. Alors, et puis après, on peut aussi essayer un peu structurer, de mettre des titres plus explicites, de faire des résumés, de faire un plan de classement qui aide, d'avoir des fonctions de commentaires qui permettent à chacun de dire un peu pourquoi ces documents sont intéressants. Vous voyez, et avec ces petites initiatives locales, vous embarquez localement des gens qui vont être convaincus, qui vont en parler autour d'eux, et ça fait boule de neige. Voilà, donc c'est l'image de la spirale que j'aime bien utiliser parce que ça fonctionne toujours comme ça. Dit autrement, ne pas rêver le KM comme un Big Bang façon ERP, où il y a un week-end de bascule.
c'est pas du tout comme ça. Ça, c'est une bascule technique. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'important, c'est que l'humain change. Et donc, il faut qu'il se sente concerné. Il faut qu'il expérimente. Et ensuite, ceux qui ont expérimenté, qui ont apprécié de trouver des pépites dans les contenus, seront les meilleurs ambassadeurs. Et en l'espace d'un an, vous faites tache d'huile. Voilà un petit peu l'esprit de la réponse. Il y en avait une, et ça c'était un récurrent sur le management acteur d'une démarche KM. Bah, ça c'est, on a parlé un peu la fois dernière, mais clairement, et ça c'était une discussion que j'ai eue avec l'un de vous en one-to-one, avec le rendez-vous de diagnostic la semaine dernière, ça a été, en gros, en gros, quelle est la démarche KM aux objectifs et enjeux du management? Si votre management a des enjeux, il faut repérer les enjeux qu'ils ont, les obstacles qu'ils ont. Est-ce que c'est des problématiques de marge? Est-ce que c'est des problématiques de personnes qui partent parce que l'entreprise part à la retraite? Est-ce que c'est une problématique de onboarding des nouveaux? Est-ce que c'est une problématique liée à je sais pas moi, des projets qui ont échoué, etc. Et une fois qu'on a la problématique du management, ça où ça lui fait mal, eh bien on peut dire au management, ben voilà, par rapport à ton problème, il y a des démarches KM qui peuvent aider. Mais si vous venez avec des démarches KM sans qu'il y ait de problème côté management, c'est sûr qu'il ne va pas vous recevoir. Donc fondamentalement, c'est de trouver les enjeux auxquels fait face le management et ses problématiques. Et c'est là qu'on peut effectivement commencer à accrocher la personne sur une démarche qui peut l'aider à résoudre ses problèmes. Et pour compléter, si votre soutien, votre manager local, ne veut pas entendre parler du mot knowledge management en disant c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Mais si vous lui parlez de sécurité, si vous parlez de stopper la fuite des talents, si vous lui parlez de comment créer un peu un esprit d'équipe, il a du mal à créer un esprit d'équipe, le KM, c'est un peu comme une pâte à modeler, c'est-à-dire ça prend la forme qu'on lui donne. Donc, c'est une ressource, c'est une richesse. Et donc, et vous lui dites, bah, on va faire de la sécurité avec du KM. On va faire de l'onboarding avec du KM. On va faire de la fédération des talents avec du KM. Et pas que avec. C'est-à-dire, bien sûr, organiser une réunion sur une péniche, mais qu'est-ce qu'on fait sur la péniche? Voilà. Donc, vous voyez, ça vient compléter, c'est un bon additif, ça donne de la valeur. Et ça n'exclut pas des méthodes traditionnelles de management qu'on connaît bien. Ça vient compléter. Et je pense qu'on peut le présenter comme ça. Si vous avez, parce que souvent j'ai eu des clients comme ça, même, il ne fallait pas prononcer le mot. Le mot gestion des connaissances, ça leur faisait peur. Ils disaient, Gonzague, c'est un truc d'intello, ça. Moi, j'ai des problèmes très concrets à résoudre. Il n'y a pas de souci. On va faire de la veille réglementaire, mais on va y mettre un peu de KM dedans pour que ce soit plus efficace. Voilà le genre d'approche qui me paraissent tout à fait opportunes à développer. Et à ce moment-là, ça passe beaucoup mieux. Puis après, une fois que ça a pris, eh ben, on prend de la distance, on dit bah, ce que vous avez fait, c'est du KM. D'ailleurs, regardez, il y a des entreprises qui ont même pérennisé, qui ont mis le terme, qui ont créé des structures, etc. On passe au deuxième niveau. Super, il nous reste 2 minutes. Ça va très très vite. Donc, ce que je vous propose, eh bien, en gros, à retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit? Alors, il y a une petite controverse avec Gonzague sur la partie bleue. Oublier les KPI, objectifs, bonus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Gonzague? Alors, la parole est à l'accusation qui va dire le knowledge management, c'est avant tout qualitatif, c'est de l'humain, c'est de l'implication, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. Et en général, on cite Einstein qui disait tout ce qui a de la valeur ne se mesure pas, et tout ce qui se mesure n'a pas de valeur. Bon, ça fait toujours très bien de citer Einstein, ce qui est juste. Bon. Mais d'un autre côté, si vous dites vous faites ce que vous voulez, il faut que vous le sentiez, hein, beaucoup dans la spontanéité, vous risquez de ne pas avancer. Donc, il faut aussi un KM qui soit un peu, qui ait des process, et dans les process, il y a des indicateurs qui montrent, qui vous poussent à le faire.
notamment, c'est le démarrage, c'est la mise en orbite. Donc, il faut être un peu scolaire, un peu volontariste. Et bien, si c'est pas. Alors, il faut se méfier effectivement des objectifs chiffrés. Si vous dites il faut tant de rex, tant de contenu, vous allez avoir la quantité, mais pas la qualité. Bon. Mais au moins, ça va pousser les gens. Donc, il faut voir jusqu'où on peut aller. Donc, vous voyez qu'il y a un équilibre subtil à trouver entre ce qui vient du process qui cadre, qui vous pousse à aller de l'avant, et qui permet aussi à ceux qui tiennent les cordons de la bourse, le sponsor, de montrer que ça existe et qui va pouvoir observer, parce que lui, il n'est pas dans la mêlée. Donc, il ne voit pas la qualité des pépites. Il regarde ça de loin, il dit bah, montrez-moi que ça existe. Bon, alors, il n'est pas idiot, il comprend très bien que c'est qualitatif. Mais il faut quand même lui montrer qu'il y a quelque chose qu'on peut observer. Le KM, si ça existe, ça doit s'observer. Bon. Et puis, ne pas trouver surtout des success stories, des bonnes histoires à raconter, des gens qui ont pu gagner un marché, résoudre un problème, etc. Et puis les faire témoigner, voire faire des capsules vidéo et des clients comme ça dans les événements. Ils font des capsules, ils font monter sur scène un technicien qui a résolu un problème. Et ça a beaucoup de valeur. Donc il y a un équilibre entre les deux à trouver pour être ni caricatural, mais ni évanescent. Voilà. Je vais vous mettre, donc j'ai mis dans le chat le lien vers l'article est publié sur LinkedIn. Bientôt, vous aurez l'enregistrement disponible ainsi que les slides. Si vous avez un commentaire sur le webinaire, j'ai mis un lien vers un formulaire en ligne avec 3 petites questions pour avoir votre feedback sur le webinaire. Ça nous intéresse beaucoup pour la suite. Donc je vous laisse quelques minutes quand même pour le remplir. Ce serait sympa de le remplir pour nous. Oui, mais aussi toujours pareil pour le bleu, on a eu une discussion sur objectifs. Faut-il des objectifs des objectifs qui soient smart, parce que j'ai vu des objectifs idiots en entreprise qui étaient le nombre de documents qu'on met dans le système KM, le nombre de choses qu'on va faire, le nombre de créer, le nombre d'objets qu'on va mettre dans le glossaire. Si c'est ça l'objectif KM, bah, les gens ne sont pas cons. Hein. L'objectif détermine en fait le comportement des gens. Ils vont mettre plein de documents qui ne servent à rien, plein d'entrées dans le glossaire qui ne servent à rien. Ils auront fait leur objectif et ce sera plié. Donc attention aux objectifs qui seront mis en œuvre. Et moi j'aime beaucoup, je prends toujours cet exemple de Microsoft. Microsoft, tous les trimestres, les managers demandent à leur personnel 3 questions, dont 2 liées disons, à la collaboration et au KM. C'est as-tu aidé quelqu'un durant le trimestre précédent et t'es-tu fait aider? Donc, si tu as aidé quelqu'un, c'est que tu as partagé, tu as collaboré, tu as aidé le savoir à être partagé, donc tu as répondu à de l'aide. Et t'es-tu fait aider, c'est utiliser du savoir d'autres personnes pour aller plus vite. Donc, clairement, si tu t'es pas fait aider, c'est que tu as voulu réinventer la poudre, donc tu n'es pas un bon collaborateur, parce que tu as perdu du temps, de l'énergie et d'autres, et tu as pu faire des erreurs. Et si tu n'as pas aidé, c'est que tu étais dans ton coin sans vouloir jouer collectif. Donc, dans tous les cas, c'est un bon moyen, ces 2 questions, t'es-tu fait aider et as-tu aidé pour susciter une démarche quand même, mais de manière régulière de la part des collaborateurs. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se retrouve au mois de janvier pour le VRAC numérique. Ce ne sera pas avec Gozac, ce sera avec un autre partenaire, mais que Gozac connaît très bien parce qu'on travaille tous ensemble. Voilà, Antoine Rollin. Merci à tous de vous être levés tôt pour certains et de nous avoir écoutés. À bientôt. Alors pour Gozac, c'est tard, pour moi, c'était tôt. Voilà. Voilà, bonne journée. Journée, bonne fin d'année et bonne fête. Et on se revoit au mois de janvier.